Et si la réalité n'était pas vraiment réelle? Et si notre moi, notre identité, n'était finalement qu'une construction? Allez, en quelques minutes, on va plonger dans les plus grandes questions de la philosophie, celles qui viennent secouer nos certitudes les plus profondes. On commence fort avec cette question, et si tout ce qu'on pense connaître n'était en fait que des ombres sur un mur? C'est une idée qui donne le vertige, hein, et pourtant elle hante la philosophie depuis des milliers d'années. Alors, par où on commence? Eh bien, par la question la plus fondamentale de toutes. Qu'est-ce que la réalité? C'est vraiment le point de départ de toute notre exploration. Pour y voir plus clair, faisons un petit voyage dans le temps, direction la Grèce antique, avec l'allégorie de la caverne de Platon. Imaginez un peu le tableau. Des prisonniers sont enchaînés dans une grotte depuis qu'ils sont nés. Derrière eux, il y a un feu, et ce feu projette sur le mur qu'ils regardent les ombres d'objets. Pour eux, ces ombres, ce ne sont pas juste des reflets, non. Pour eux, c'est ça la réalité, la seule qu'ils aient jamais connue. En fait, avec cette histoire, Platon nous montre la différence entre ce qui semble être et ce qui est vraiment. Sortir de la caverne, c'est une métaphore pour l'accès à la connaissance, à l'illumination. Et il insiste sur un point. C'est un processus qui fait mal, parce qu'il faut abandonner ses illusions confortables. Mais c'est un passage obligé pour atteindre la vérité. Bon, l'allégorie de Platon, ça parle d'une illusion qu'on partagerait tous. Mais et si l'illusion était encore plus profonde? Et si elle était complètement personnelle, construite par et pour un seul esprit? Et là, on entre sur le terrain du solipsisme. C'est l'idée que, au fond, la seule chose dont on peut être absolument certain, c'est l'existence de son propre esprit. Tout le reste, le monde, les autres, tout ça pourrait n'être qu'une simple projection de notre conscience. Finalement, la seule certitude, c'est le fameux « je pense, donc je suis ». Après avoir douté du monde extérieur, retournons la caméra vers l'intérieur. Si cet esprit existe, qui est ce moi qui pense? C'est quoi au juste l'identité? Pour attaquer cette question, prenons une vieille énigme. Imaginez un bateau. Au fil du temps, on remplace chacune de ces planches, une par une. À la fin, quand toutes les planches d'origine ont été changées, est-ce que c'est toujours le même bateau? Ça, c'est le paradoxe du bateau de Thésée. Et ce vieux casse-tête est plus actuel que jamais. Pensez-y, nos cellules se renouvellent complètement en quelques années. Est-ce qu'on est la même personne qu'il y a 10 ans? Et une intelligence artificielle qui apprend et évolue, ou un clone, à quel moment exactement est-ce qu'un changement de pièce devient un changement d'identité? Cette question de l'identité, elle nous amène directement au grand débat corps-esprit. D'un côté, il y a le dualisme, qui dit que l'esprit, la conscience, c'est quelque chose de non physique, de séparé du corps. De l'autre, le monisme, qui affirme qu'il n'y a qu'une seule substance, la matière. La conscience ne serait alors qu'un produit de processus physiques très complexes. La question reste entière. Sommes-nous un esprit qui pilote une machine, ou bien est-ce que notre conscience est le fruit de notre biologie? Ok, on a exploré le « qui suis-je ». Passons maintenant à « comment devrais-je agir ». On entre dans le domaine de l'éthique, à la recherche d'une sorte de boussole morale. Voici un dilemme super célèbre, le dilemme du tramway. Un tramway fou fonce vers 5 personnes attachées sur les rails. On a la possibilité d'actionner un levier pour le dévier sur une autre voie. Le problème, sur cette autre voie, il y a une personne. Qu'est-ce qu'on fait? Ce dilemme met en lumière deux grandes approches morales. D'un côté, l'utilitarisme, qui se focalise sur les conséquences. Le meilleur choix, c'est celui qui produit le plus grand bien pour le plus grand nombre. Donc, il faut tirer le levier pour sauver 5 vies. De l'autre côté, on a la déontologie. Là, on juge l'action en elle-même. Causer directement la mort de quelqu'un est mal, peu importe les conséquences positives. Donc, on ne touche pas au levier. Et attention, ce n'est pas juste un jeu de l'esprit, hein. C'est exactement le genre de logique qu'on est en train de programmer dans les voitures autonomes. En cas d'accident inévitable, la voiture doit-elle protéger son passager à tout prix ou sacrifier son passager pour éviter de percuter plusieurs piétons? Ces questions philosophiques ont des conséquences très, très concrètes. Tout ça, ça nous amène à la question la plus profonde, la plus vertigineuse. Après avoir exploré la réalité, le soi, la morale, on peut se demander, mais au fond, quel est le but de tout ça? C'est quoi le sens de la vie? Pour aborder cette question, le point de départ, c'est souvent le nihilisme. Le nihilisme, c'est l'idée que la vie n'a pas de sens ou de but qui lui soit propre, qui soit donné d'avance. Dans cette vision, tout, y compris la morale, n'est qu'une invention humaine. C'est Friedrich Nietzsche qui a le mieux résumé cette crise de sens avec sa célèbre phrase « Dieu est mort ». Bien sûr, il ne parlait pas littéralement. Il voulait dire que les grandes sources traditionnelles de sens, comme la religion ou la morale absolue, s'étaient effondrées dans le monde moderne. Sans ces piliers, comment on fait pour trouver un but? Mais pour Nietzsche, ce constat n'est pas une fin en soi, c'est un point de départ. Il y a 2 chemins possibles. Soit le nihilisme passif, on s'effondre dans le désespoir face à un univers vide de sens, soit le nihilisme actif. On voit cette absence de sens comme une libération totale, une chance incroyable de créer ses propres valeurs, son propre but. Le philosophe Albert Camus a exploré une idée un peu dans la même veine avec son concept de l'absurde.
Pour lui, l'absurde, c'est ce conflit permanent entre notre besoin désespéré de trouver un sens à tout et le silence glacial et indifférent de l'univers qui ne nous répond jamais. Et pour illustrer sa pensée, Camus prend le mythe de Sisyphe. Ce personnage, condamné par les dieux à pousser un rocher en haut d'une montagne pour le voir redescendre, et ce, pour l'éternité. Tâche absurde par excellence. Et pourtant, Camus nous dit « il faut imaginer Sisyphe heureux ». Comment? En se révoltant. En trouvant un sens non pas dans l'objectif, qui est vain, mais dans la lutte elle-même. C'est ça, la liberté ultime. Créer sa propre raison de vivre, même face à un univers qui n'en donne aucune. Au final, on voit bien que la philosophie n'offre pas vraiment de réponse toute faite. Son vrai cadeau, c'est de nous donner de meilleures questions. De la nature de la réalité à la création de son propre sens, chaque interrogation ouvre une nouvelle porte. Alors, la vraie question maintenant, c'est par laquelle allez-vous commencer ?